Merci de vous joindre à nous pour cette capsule vidéo sur l'impact de la COVID-19 sur les expériences des immigrants âgés et de leurs familles, défis et recommandations. Cette capsule vidéo vous est présentée par le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale et l'École de travail social de l'Université McGill. Je m'appelle Sherry Brockman et je suis professeure agrégée à l'École de travail social de McGill et membre chercheuse de CREGES. Les personnes âgées immigrantes ont des histoires uniques et importantes à partager sur le vieillissement au Canada. En traversant une multitude d'obstacles au cours de leur vie, elles ont fait preuve de force et de résilience. Le processus d'immigration façonne leur expérience tout au long de leur vie et à travers les étapes de vieillissement. Ce phénomène existe autant pour une personne qui a immigré comme jeune adulte que pour celles qui ont immigré récemment. Pour celles qui sont venues au Canada à titre d'immigrants indépendants, de réfugiés, de travailleurs temporaires, d'aides familiaux résidents ou parrainés par un membre de la famille. Les personnes immigrantes âgées du Canada ont beaucoup à nous apprendre. Malgré la richesse de notre histoire en matière d'immigration au Canada, nous avons encore très peu d'informations sur l'impact de l'immigration sur les membres vieillissants de nos communautés. La plupart des projets de recherche sur les immigrants âgés ont tendance à regrouper des personnes très différentes en fonction de la région dont elles sont originaires ou de la langue qu'elles parlent. Le pays d'origine et les langues sont importants, mais cet accent laisse peu de place à d'autres aspects tout aussi importants comme le genre, la situation familiale, la citoyenneté, la religion, les relations, le travail, les rôles familiaux, le type de logement et bien d'autres aspects de l'identité et de la vie quotidienne des gens. Sans cette information sur l'identité et le vécu, il est difficile d'élaborer des politiques, des programmes et des services qui soient culturellement adaptés, accessibles, inclusifs et non discriminatoires. Dans cette capsule, nous aborderons notre récent projet de recherche intitulé Les expériences de personnes âgées immigrantes et ce que nous y avons découvert concernant les réalités et les expériences des immigrants âgés et de leurs familles. Nous allons d'abord décrire brièvement le projet et présenter quelques données sociodémographiques sur les immigrants âgés de Montréal afin de fournir un contexte permettant de comprendre l'influence des réalités de parcours de vie sur la façon dont les défis sont produits et reproduits pendant la pandémie de la COVID-19. Nous présenterons ensuite certaines des questions liées à l'impact de la COVID-19 sur les immigrants âgés en ce qui concerne les soins de la santé et des services sociaux, les soins familiaux, l'emploi et le logement, et nous terminerons par quelques recommandations de changement au niveau des politiques et de la pratique. Notre travail sur la question de l'immigration et du vieillissement s'étend sur 6 ans de projets et 3 provinces, le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Les objectifs de notre projet étaient les suivants. Explorer les expériences vécues par les personnes âgées immigrantes en prêtant attention à la façon dont les personnes âgées s'identifient et à leurs sentiments sur des questions comme la famille, la communauté, l'appartenance et la résilience. Deuxièmement, améliorer notre compréhension de l'impact de l'immigration sur le vieillissement dans le contexte des histoires de vie. Troisièmement, et examiner comment la discrimination structurelle tout au long de la vie façonne les interactions avec la famille, la communauté et les services formels. Enfin, nous avons cherché à élaborer des mécanismes pour amplifier la voix des immigrants âgés dans les domaines publics et encourager l'échange de connaissances entre les multiples acteurs et parties prenantes, notamment les personnes âgées eux-mêmes et leurs familles, les organismes communautaires pour personnes âgées, les organismes d'aide aux immigrants, les prestataires de services et les décideurs politiques. Nous avons utilisé 2 idées théoriques pour encadrer notre étude, l'intersectionnalité et le parcours de vie critique, pour nous aider à comprendre le caractère unique de chacune des histoires de vie racontées et pour comprendre comment les obstacles et la discrimination se traduisent dans leur quotidien. Le parcours de vie critique s'intéresse aux séquences et conséquences des événements importants de la vie et à la manière dont ils sont organisés, connectés et évalués.
Un cadre d'intersectionnalité reconnaît l'existence de catégories d'oppression distinctes, mais inséparables, qui informent les identités individuelles. Les voix des personnes marginalisées sont au centre de l'enquête et les expériences individuelles de marginalisation et de résilience sont interprétées dans le contexte d'inégalités structurelles. Dans la première étude, nous avons parlé à 19 adultes âgés du Québec et de la Colombie-Britannique qui ont immigré à différents moments et dans le cadre de différents programmes. Au cours de 3 entretiens avec chaque participant, nous avons discuté de leur cheminement et de leur expérience. Nous avons exploré la manière dont les rencontres avec les institutions, les programmes et les politiques tout au long de leur vie ont façonné leur interaction avec la famille, la communauté et les services formels, et nous leur avons donné des caméras pour prendre des photos de leur vie quotidienne. Nous présentons autant leurs difficultés, comme par exemple barrières et discrimination, pauvreté et familles éclatées, et leurs célébrations, comme par exemple la construction d'une communauté, la proche-aidance, la contribution à la société, la foi et la résilience. Ce projet narratif photo-voix est un témoignage de la force, de la résilience et de la détermination de chacune des personnes immigrantes que nous avons interviewées. Le récit met en évidence la nécessité de rendre les politiques et les services plus favorables, plus flexibles et plus accessibles. Une exposition photo-voix présentant les histoires et les photos de nos participants s'est tenue simultanément à Montréal et à Vancouver en 2017. Par la suite, nous avons élargi notre équipe pour entreprendre le deuxième projet. Entre 2018 et 2019, nous avons organisé une série de forums de sensibilisation des parties prenantes dans 4 régions du Canada: Grand Montréal, Québec, Calgary et Grand Vancouver, en collaboration avec des partenaires communautaires locaux. Ces forums de sensibilisation ont rassemblé des intervenants de multiples secteurs afin de partager des informations et d'élaborer des stratégies sur les mesures nécessaires pour améliorer la reconnaissance des immigrants vieillissants ainsi que le soutien apporté à cette population. Voici un aperçu des caractéristiques sociodémographiques des immigrants âgés. Nous utiliserons Montréal pour situer ces données à l'échelle locale. Plus des 2/5 de personnes âgées vivant à Montréal sont nées à l'extérieur du Canada. Les immigrants âgés sont venus au Canada dans le cadre de différents programmes et catégories d'immigration, notamment les catégories économiques et indépendantes, les programmes de parrainage familial et de supervisa, les programmes pour les travailleurs étrangers temporaires, les aides familiaux résidents, les demandeurs d'asile, ainsi que les personnes sans papier qui n'ont donc aucun statut au Canada. La grande majorité des immigrants ont vieilli ici, 96 d'entre eux étant arrivés avant 2006. La grande majorité des immigrants qui sont arrivés à Montréal en tant qu'adultes plus âgés, 65 ans et plus, sont venus par le biais de programmes de regroupement familial. En raison de l'évolution des priorités gouvernementales, l'immigration par regroupement familial a récemment augmenté après un ralentissement de plusieurs années. Cependant, le programme d'entrée pour ce type d'immigration est en train de changer. Le gouvernement a élargi et mis l'accent sur le programme de supervisa pour parents et grands-parents comme moyen d'entrée, plutôt que sur le programme de parrainage familial, qui est par conception un moyen permanent d'entrée au Canada. Le supervisa est un visa de visiteur prolongé à entrée multiple, qui permet à la personne de rester au Canada pendant un maximum de 2 ans avant d'être obligée de quitter le pays. Le supervisa a une durée de 10 ans, de sorte que la personne âgée peut aller et venir sur une période de 10 ans sans avoir besoin de faire une nouvelle demande, tant que certaines conditions restent inchangées, comme la preuve d'un revenu annuel adéquat de la part de la famille qui parraine la personne et la preuve d'une assurance maladie privée.
Des critères plus stricts sont en place pour le supervisa que pour les autres visas de visiteurs, et les familles d'accueil doivent souscrire à une assurance médicale privée avant l'arrivée de leurs parents ou grands-parents. Des recherches ont montré que les personnes âgées racisées sont surreprésentées parmi les demandeurs nécessitant un visa de voyage, mais sous-représentées parmi les personnes acceptées. Les taux d'acceptation sont plus faibles pour les personnes originaires de pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient que pour celles originaires des États-Unis et d'Europe, démontrant ainsi que les préjugés raciaux persistent dans la prise de décision du gouvernement. 14% de tous les immigrants âgés de 65 ans et plus ne parlent ni français ni l'anglais, et le taux de connaissance de l'anglais ou de français diminue avec l'âge, avec 27% des personnes de 85 et plus ne parlant aucune de ces deux langues. 44% des personnes arrivées en 2006 ou plus tard ne parlent ni l'anglais ni le français. Il est important de tenir compte de la précarité financière des immigrants âgés. En effet, ils ont le revenu annuel le plus faible par rapport à l'ensemble des personnes âgées et par rapport aux immigrants de tous âges confondus. Selon les données de Statistique Canada, un peu plus de 27% de tous les immigrants âgés consacrent plus de 30% de leurs revenus au logement, un taux qui indique leur potentiel de précarité financière. La situation est encore plus difficile pour certains d'entre eux. 22% des immigrants récents et 24% des résidents non permanents dépensent plus de 50% de leurs revenus pour le logement. À titre de comparaison, seuls 7,5% de tous les adultes âgés dépensent généralement plus de 50% de leurs revenus pour le logement. Cela indique à quel point la pauvreté des immigrants âgés récemment arrivés ou résidents non permanents est préoccupante. 27% des immigrants âgés vivent seuls et ont été identifiés comme étant à haut risque d'isolement social, de solitude et de la pauvreté, ce qui peut susciter des inquiétudes quant à leur santé et leur bien-être mental et physique. Les femmes vivent plus souvent seules que les hommes. Le Conseil national des aînés a récemment déclaré que les immigrants âgés présentent un risque important d'isolement social, en particulier les immigrants récents et les réfugiés. Selon une étude récente publiée en 2016, le taux d'immigrants âgés vivant avec leur famille dans des foyers multigénérationnels est presque 3 fois plus élevé que celui des personnes âgées nées au Canada. Le taux de cohabitation intergénérationnelle chez les immigrants augmente régulièrement. Les conditions dans lesquelles les familles d'immigrants cohabitent seront examinées prochainement. Enfin, dans une étude publiée par l'Appui en 2013, il a été rapporté que 32% des proches aidants de personnes âgées à Montréal étaient des immigrants. En gardant toutes ces données à l'esprit, passons maintenant aux répercussions de la COVID-19 sur les immigrants âgés et leurs familles. Pour commencer, il est vraiment important de souligner que la plupart des défis qui seront présentés aujourd'hui sont antérieurs à la pandémie, mais qui sont considérablement exacerbés par celle-ci. En ce qui concerne l'état de santé, les travaux de recherche ont depuis longtemps mis en évidence les répercussions des inégalités sociales sur la santé et le bien-être des personnes âgées racisées et immigrantes dans notre société. Les inégalités en matière de santé découlant des facteurs interdépendants de racisme et d'autres formes de discrimination et de pauvreté sont importantes chez les immigrants âgés et peuvent entraîner des résultats négatifs pour la santé. La pauvreté et le stress des minorités contribuent à des taux de morbidité et de mortalité plus élevés parmi les populations racisées et immigrantes. Par exemple, des problèmes comme le manque d'accès à un logement abordable et sûr, les conditions de vie surpeuplées, le manque d'accès à une alimentation saine, l'incapacité de payer les frais d'assurance, des médicaments et de traitements médicaux,
toutes reliées à la pauvreté et l'inégalité, ainsi que la discrimination dans l'emploi, contribuent à la mauvaise santé, en particulier lorsque les gens vieillissent. Il ne faut pas manquer de souligner le fait que l'éducation acquise dans d'autres parties du monde n'est pas toujours reconnue par des employeurs et des gouvernements canadiens. Cette réalité contribue à l'inégalité sociale et économique en obligeant les immigrants à occuper des emplois mal payés et souvent dangereux et à cumuler plusieurs emplois ou à travailler de longues heures pour joindre les deux bouts. De nombreux immigrants, en particulier les personnes âgées, ont un accès réduit au droit à la pension parce qu'ils ne remplissent pas l'exigence d'avoir travaillé au moins 10 ans au Canada pour avoir droit à une pension de gouvernement. La littérature parle de concept de vieillissement précoce pour décrire le processus de morbidité et de mortalité au sein des communautés marginalisées, y compris les communautés d'immigrants. En fait, les facteurs de protection qui ont conduit à ce qui est décrit comme l'effet de l'immigrant en bonne santé, selon lesquels les nouveaux arrivants sont initialement en meilleure santé que la population canadienne, parce que les personnes en bonne santé sont considérées comme plus désirables pour l'immigration dans le cadre du système actuel de demande, se décide en 20 ans environ, en raison de la précarité des conditions de vie et de travail, du stress lié à la vie avec des actes quotidiens de racisme et de discrimination, de la non-reconnaissance de l'éducation et de l'affaiblissement des liens avec la famille élargie et la communauté en raison de la migration. Vieillissement précoce signifie que les personnes âgées immigrantes et racisées présentent des taux plus élevés de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques et la démence, et qui sont diagnostiquées à un âge plus précoce que la population générale. Nous savons que dans le contexte de la COVID-19, les conditions préexistantes sont un facteur important dans l'augmentation de risque de conséquences négatives, un fait qui expose les personnes âgées immigrantes de 50 ans et plus à un risque considérable, en particulier lorsqu'elles doivent continuer à travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. En outre, comme mentionné dans la diapositive précédente, l'isolement social et le manque de soutien peuvent réellement augmenter le risque de conséquences négatives sur la santé et le bien-être, tant physique que psychologique. Être seul peut entraîner un retard dans la recherche d'aide, une préoccupation cruciale dans le contexte de la COVID-19, où il est essentiel de recevoir un diagnostic et, si nécessaire, un traitement rapide. Si personne ne vous surveille, vous risquez de souffrir plus longtemps jusqu'à ce que les symptômes exigent une intervention d'urgence. Pour les immigrants, l'isolement social est exacerbé par la perte de réseaux sociaux en réseau de perturbations familiales et communautaires résultant de l'immigration. Les personnes âgées qui ont immigré au Canada et laissé derrière elles les relations familiales et communautaires étendues continuent de compter sur ces relations, soit par téléphone, soit, lorsque possible financièrement, en se rendant dans leur pays d'origine. Les relations transnationales sont importantes pour de nombreuses personnes âgées migrantes, qui peuvent rentrer chez elles pour rendre visite à leurs amis et à leur famille pendant les mois d'hiver, par exemple, afin de maintenir leurs relations et leur bien-être. Comme nous le savons, pendant la pandémie de la COVID-19, les voyages sont impossibles ou très peu probables. Certains problèmes découlent également des critères d'immigration. Le plus notable est les programmes de parrainage ou de supervisa qui obligent la famille de parrainage à payer de sa poche l'assurance maladie et les services de santé pendant une période de au moins 10 ans. Cela peut avoir des conséquences néfastes sur l'accès aux soins de santé, puisque le paiement des soins médicaux nécessaires constitue une charge importante pour les personnes âgées et leurs familles. Enfin, l'accès aux services de santé de personnes âgées sans papier.
est très problématique. Nous constatons effectivement une augmentation du nombre de ces personnes dans la société canadienne et elles ont peu ou pas du tout accès à des soins de santé abordables. Les services d'interprétation ou de traduction sont problématiques depuis des décennies dans les hôpitaux, les soins à domicile et les services de soins de longue durée, et ne sont donc généralement utilisés qu'en dernier recours. Dans la grande majorité des cas, ce sont plutôt les familles qui sont appelées à jouer le rôle d'interprète. Il arrive aussi que des bénévoles de la communauté s'en chargent. De même, le personnel en santé qui parle la langue du patient peut être appelé à interpréter, que cela fasse partie ou non de sa description de tâche. Toutefois, en raison de mesures de distanciation sociale qui empêchent la famille ou les bénévoles d'entrer sur les sites, de fait que le personnel ethnoculturel qui parle différentes langues a été redéployé ou est surchargé de travail en ce moment, et que la circulation entre les zones chaudes et froides est restreinte, nous constatons qu'il y a plus d'immigrants âgés ne parlant ni anglais ni français qui se retrouvent dans des situations où ils sont incapables de communiquer avec le personnel, même pour leurs besoins les plus fondamentaux. Enfin, le racisme et la discrimination sont des problèmes qui, bien sûr, sont antérieurs à la COVID-19, mais dont les répercussions se sont aggravées pendant la pandémie, notamment l'exclusion, le manque d'attention aux obstacles à l'accessibilité et le manque de développement de services et de protocoles de sécurisation culturelle. Ces problèmes peuvent entraîner une méfiance des immigrants âgés à l'égard du système de santé et contribuer à retarder la recherche d'aide en tant que stratégie de protection contre la discrimination. Ainsi, comme nous l'avons déjà dit, les personnes appartenant à des communautés marginalisées peuvent arriver plus tard en clinique médicale et dans un état de maladie avancé qui peut compromettre leur santé. Passons maintenant au défi de l'emploi. De nombreux immigrants et leurs familles vivent dans la pauvreté et doivent donc, en vieillissant, continuer à contribuer à la survie de leur famille. Ils contribuent tant à l'échelle locale que transnationale, en travaillant souvent sur le marché secondaire du travail et sous la table, où les salaires sont bas et où les droits du travail sont plus rares. Pendant la pandémie, nous devons également nous préoccuper du respect des protocoles de sécurité dans ce type de contexte. Ainsi, la pandémie met en évidence non seulement les questions de santé, mais aussi celles de l'inégalité dans le lieu de travail. Enfin, nous devons considérer la perte d'emploi sans recours à l'assurance emploi comme un problème qui contribue aux troubles financiers, en particulier pour les immigrants âgés et leurs familles. Il est également important de mentionner qu'il y a une forte représentation des immigrants dans les soins de santé de première ligne, tant que dans le secteur public que privé. Cela comprend le personnel de soutien à la personne, le personnel infirmier et médecin et de soutien dans les soins aigus, les établissements de soins de longue durée et soins à domicile, ainsi que le travail domestique privé où les personnes âgées sont susceptibles d'être exposées à la COVID-19. De nombreux immigrants âgés continuent de travailler ou retournent sur le marché du travail après leur retraite afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. La sécurité, les droits, la rémunération et les conditions de travail des immigrants âgés sont des questions urgentes de politique publique. La question de la survie de la famille et de la solidarité familiale est également importante à considérer. Les grands-parents sont une ressource importante pour le système familial et s'occupent souvent des petits-enfants. Avec les fermetures d'écoles et d'autres stress familiaux à l'heure actuelle, le rôle des immigrants âgés dans la garde d'enfants est en augmentation.
La transmission intergénérationnelle de la COVID-19 est une préoccupation pour les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques. Je me souviens avoir vu récemment aux informations un représentant du gouvernement dire dans son rapport quotidien: ne laissez pas les grands-parents surveiller les enfants. Cette déclaration reflète des préjugés de race et de classe et un manque de compréhension des problèmes auxquels sont confrontées les familles d'immigrants. Plusieurs d'entre elles font face à des difficultés économiques, en particulier les familles arrivées plus récemment. Il leur est donc impossible d'organiser d'autres formes de garde d'enfants que les grands-parents, lorsque les deux parents travaillent et le font pendant de longues heures. Les gouvernements doivent être plus réactifs et reconnaître la réalité des arrangements familiaux intergénérationnels en matière de garde d'enfants pour les familles d'immigrants pendant la pandémie. Actuellement, ces familles n'ont pas d'autre option. En outre, de nombreux ménages multigénérationnels manquent d'espace pour s'isoler. N'oubliez pas que près d'un tiers des immigrants âgés vivent dans des ménages familiaux multigénérationnels et que ce taux augmente régulièrement. Étant donné le taux élevé de pauvreté, beaucoup doivent partager des espaces dans des petits appartements. Il existe peu d'unités de logement à bas prix suffisamment grandes pour permettre aux familles de cohabiter en toute sécurité. Les proches aidants plus âgés subissent une pression accrue en raison de la fermeture ou des limitations des soins à domicile dans le contexte de COVID-19. Enfin, il est très important de rappeler que le système de santé en général suppose la présence d'un membre de la famille pour s'occuper des personnes âgées. On croit que les familles des minorités ethnoculturelles prennent soin de leurs et que nous n'avons pas à nous soucier de leur fournir des services parce qu'elles sont prises en charge par leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est pourquoi les questions d'accès et d'équité en matière de soins à domicile, par exemple, sont souvent mises en veilleuse. Ce sont des hypothèses qui ne résistent pas à l'examen. Des recherches ont mis en évidence les pressions économiques et sociales qui pèsent sur ces familles et qui limitent leur capacité à s'occuper de leurs membres vieillissants. Ces recherches ont également démontré que la résistance à l'obtention de services formels repose davantage sur des préoccupations concernant l'exposition à la discrimination que sur un simple choix personnel favorisant les soins familiaux aux services formels. Nous devons donc veiller à ne pas laisser cette hypothèse nous conduire à négliger les besoins très réels de soins culturellement sécuritaires et pertinents. Exemple de discrimination. Les logements sociaux et à faible revenu existants ont grand besoin d'être réparés et il y a très peu d'adaptation pour les personnes handicapées. Ainsi bien que ce problème général soit antérieur de la COVID-19, la pandémie augmente les risques associés à cette problématique. Les environnements surpeuplés, insalubres et délabrés constituent un danger pour la santé publique. Enfin, la gentrification joue un rôle dans le risque accru pour la santé et le bien-être des immigrants âgés. En raison de ce phénomène, les personnes âgées peuvent être contraintes de quitter leur appartement à bas prix et de trouver un logement à un prix raisonnable, loin des ressources et du soutien de la communauté qui leur sont familiers et spécifiques sur le plan culturel. Des services culturellement adaptés et les relations de confiance avec des voisins, amis et soutien familier sont essentiels. Sans passer peut nuire à une santé et un bien-être déjà fragiles. Cela inclut le pharmacien local qui parle votre langue,
l'épicier local qui vend votre nourriture, le caissier de la banque qui vous connaît très bien, ainsi que les clubs sociaux et les lieux de culte qui vous fréquentez. Enfin, nous passons aux recommandations. Premièrement, il faut augmenter le soutien financier direct aux immigrants âgés et à leurs familles. Le montant des compensations financières accordées aux personnes âgées par le gouvernement ne suffit à personne, et encore moins aux personnes qui vivent dans la pauvreté. Nous devons fournir gratuitement ou à très faible coût des équipements de protection individuelle. C'est très important, surtout si l'on tient compte des ménages multigénérationnels. Pour réduire l'exposition au risque, ainsi que pour s'occuper des immigrants âgés qui œuvrent dans le travail domestique et sur le marché du travail secondaire, où le respect des réglementations peut ne pas être strictement respecté. Il est injuste et inéquitable de demander aux personnes âgées d'assumer le coût de cette protection. Dans le cadre des systèmes de soins de santé publique, nous devons embaucher davantage de navigateurs de système, de traducteurs et d'interprètes pour aider les immigrants âgés à négocier et à naviguer dans le système. C'est très complexe pour nous tous, et quand on ne parle pas la langue, c'est presque impossible. Il faut notamment fournir des informations sur les mesures visant à réduire les risques dans plusieurs langues et utiliser différents médias comme la radio et la télévision pour atteindre les personnes peu alphabétisées. Le financement par le gouvernement pour la traduction d'informations dans les langues multiples est essentiel. Nous devons également fournir des informations et des conseils par téléphone dans plusieurs langues. Cela concerne la santé publique, les hôpitaux, les centres de dépistage et les pharmacies. De nombreux immigrants âgés utilisent le pharmacien comme premier contact dans la gestion des problèmes de santé et les pharmacies doivent donc envisager d'augmenter le nombre de la langue dans lesquelles les informations sont fournies. Nous devons inclure les immigrants âgés et à leur ménage intergénérationnel aux personnes prioritaires pour la vaccination. Aussi, nous devons donner la priorité aux membres de la famille qui s'occupent de ceux qui vivent dans des foyers de soins de longue durée pour la vaccination, en particulier les conjoints plus âgés. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas assez abordé ces questions. Nous devons accroître la disponibilité de tablettes numériques gratuites ou à bas prix et faciliter l'accès à l'Internet dans tous les types d'habitations collectives, afin de lutter contre l'isolement social et de faciliter l'interprétation lorsque cela est possible. Nous devons permettre aux résidents âgés de rejoindre leur famille et leur communauté, tant à l'échelle locale que transnationale. Nous devons inclure le statut d'immigration et les autres déterminants sociaux de la santé dans les évaluations des risques de vulnérabilité, tant physiques que psychologiques. Nous devons augmenter le soutien financier aux agences et programmes communautaires qui ont pour mandat de fournir un soutien et réduire l'isolement social lié à la COVID-19. En ce moment, ils font un excellent travail avec très peu d'argent. Une grande partie de leur travail est basée sur le bénévolat et ils doivent être mieux soutenus. En général, en matière d'emploi, le gouvernement doit se pencher sur les droits des travailleurs âgés en accordant une attention particulière au marché du travail secondaire et au travail domestique, où travaillent de nombreux immigrants âgés. Il faut notamment veiller à améliorer la rémunération, les conditions de travail, l'accès aux prestations et le respect des règles de santé et de sécurité. Nous devons également envisager d'améliorer le processus et la rapidité avec lesquels les personnes obtiennent le statut de résident permanent.
Nous devons apporter un soutien accru aux grands-parents aidants et ne pas nous contenter de leur dire ne le fais pas. Il s'agit notamment d'offrir de l'équipement de protection individuelle et de créer des programmes de garde d'enfants et de répit. Un service de répit devrait aussi être offert aux proches aidants âgés qui sont débordés à cause des réductions de services à domicile en raison de la COVID-19. Nous devons suspendre les règlements de parrainage qui exigent des membres de la famille de payer de leur poche les paiements et quotes-parts pour les services de santé pendant la pandémie. Une hospitalisation ou admission aux soins intensifs peuvent entraîner des dépenses énormes pour les personnes n'ayant pas ou peu d'assurance médicale. Même avec une assurance médicale, les quotes-parts peuvent être coûteuses et mettre les familles à faible revenu dans une situation encore plus précaire. C'est encore plus vrai pour les personnes âgées sans papier. En matière de logement, nous devons réparer, remplacer et agrandir le parc actuel de logements sociaux. Nous devons supprimer les obstacles à l'accès des personnes handicapées et offrir des unités plus grandes afin que les familles intergénérationnelles puissent vivre en toute sécurité. Nous devons supprimer les obstacles qui empêchent les immigrants âgés, récemment arrivés, temporaires ou parrainés de demander un logement social. Et nous devons fournir un accès sans obstacle au transport en commun en raison de déplacement des logements dus à la gentrification. La question de gentrification doit être abordée de manière plus globale afin de réduire le risque que les immigrants âgés soient chassés des quartiers qu'ils connaissent. Enfin, nous devons nous attaquer concrètement au racisme et d'autres formes de discrimination interdépendantes dans les politiques et programmes de plusieurs secteurs. Pour ce faire, nous devons d'abord reconnaître l'existence de racisme systémique et ensuite élaborer les plans pour y remédier. Cela concerne aussi bien le personnel de santé que les patients ou les clients. Il est essentiel de prêter attention à la sécurisation culturelle, à l'équité, à la diversité et à l'inclusion, ainsi qu'à l'accès aux soins. Les politiques et stratégies d'équité, de diversité et d'inclusion, qui incluent une attention à l'immigration et à la racialisation pendant la pandémie et bien au-delà, sont nécessaires et constituent une préoccupation immédiate. Nous devons aller au-delà des déclarations de principe pour élaborer des stratégies concrètes afin de remédier au racisme et aux autres formes de discrimination dans les différents secteurs dont nous avons parlé aujourd'hui. Une façon de commencer est d'inclure les immigrants âgés eux-mêmes, leurs familles et leur communauté autour de la table de décision. Cela peut amorcer un processus d'engagement critique nécessaire pour qu'un changement systémique se produise. Sur cette diapositive, nous vous présentons notre équipe de recherche au cours des 6 dernières années. Nous remercions tout le monde pour leur travail et leur dévouement à la réalisation de nos projets. Sur cette diapositive, vous trouverez nos partenaires locaux de Montréal au cours des 6 années, notre groupe aviseur, ainsi que les partenaires de chacun des forums de sensibilisation des intervenants qui ont eu lieu à Montréal et à Laval. Nous remercions tout particulièrement Pascual Delgado d'Access, qui a été notre principal partenaire du projet à Montréal pendant 6 ans et qui a joué un rôle central dans le succès de notre travail. Merci à nos bailleurs de fonds, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et le financement local du Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale au Québec et la Michael Smith Foundation for Health Research en Colombie-Britannique. Nous avons lancé notre site web le 23 novembre et vous encourageons vivement à le consulter. Vous y trouverez des documents comme des exposés de politique, des rapports d'événements et notre catalogue d'expositions en anglais et en français.
Voici la liste des documents cités dans cette présentation. Merci de vous être joint à nous pour cette capsule vidéo sur les répercussions de la COVID-19 sur les immigrants âgés et leurs familles. Nous espérons qu'elle contribuera à votre travail d'élaboration de stratégies d'action. N'oubliez pas de consulter notre site Web. Finalement, nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, santé et sécurité en ces temps très incertains et difficiles. Merci.